parce qu'il faut avoir des envies, des ambitions, et une fois qu'on a ça en tête, il faut se donner les moyens pour y arriver. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir d'être reçus chez Francis Grail. Bonjour Francis. Bonjour à vous. Bonjour Francis. Alors Francis, aujourd'hui, on est ravis de vous découvrir votre histoire, et on est impatient de connaître comment on peut passer d'instituteur finalement à président de club de sport professionnel. Donc, Et c'est une longue histoire, parce que j'ai maintenant 66 ans. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, on va sans doute voir un certain nombre de passages. oui, exactement. Et puis, question traditionnelle, la première, qui était Francis Grail à 5 ans? À 5 ans, il avait une petite sœur de 1 an. Il était le 6e d'une famille de 7. Oui. Donc c'était un petit garçon heureux, bien entouré, avec une famille aimante. Donc on vivait dans un HLM au Puy-en-Velay, dans un nouveau quartier qui s'appelait le Val-Vert. Et voilà, j'avais un père qui travaillait beaucoup, une mère aussi, donc, et des frères et sœurs aimants. Donc une belle histoire. Belle histoire, belle enfance. Bonne enfance, beaucoup de temps passé dehors, dans la nature, jouer tous ensemble. Alors on avait cette chance de vivre en Haute-Loire. Et la Haute-Loire, même si je parle d'un HLM, ça fait aujourd'hui cité, c'était pas du tout ça. Et on était tout de suite dans la nature. On passait beaucoup de temps à jouer au foot. Beaucoup de temps à jouer au foot. Il y a une piste là, on a une piste. Oui. J'avais un père qui était fondateur, cofondateur d'un club de foot au Puy, qui s'appelait le Val-Vert Sport. Et donc forcément, il y a un peu d'atavisme là, sans doute. Et donc non, j'ai une enfance vraiment heureuse. Du sport à cette période ? Oui, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai été tout de suite, à l'âge de 6 ans, il y avait l'école de foot. C'était l'école de la vie à l'époque. Mais je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. Le sport co et le sport individuel, c'est des choses qu'on doit pratiquer. Ouais. Sport co, parce que ça vous apprend à vivre avec les autres, à partager. C'est plein de choses. Puis de respecter des règles. Il y a plein de choses pour la vie. Et je trouve que c'est un élément important pour ma vie future. Vous grandissez à l'adolescence. Est-ce que vous êtes toujours dans cet environnement-là ? Alors toujours, oui. J'ai toujours joué au foot jusqu'à 18-20 ans. Mais bon, je suis plutôt, je dirais, un peu dissipé quand même. J'aimais bien vivre, bien rigoler, bien marrer, plutôt sortant avec les copains. Puis il y a eu surtout un élément important à 15 ans. Même si j'avais 15 ans, mes parents m'ont fait passer le concours de l'école normale. Donc, ce n'était pas du tout une vocation. Mais quand vous êtes 7 enfants, qu'il y en avait déjà, les grands étaient à l'université, même si vous avez des aides de l'État pour payer, ça coûte quand même de l'argent. Une famille de 7, on vivait pas royalement. Mais ce n'était pas non plus Zola. On était bien, on était heureux, on avait peu de demandes. Et donc mes parents avaient trouvé l'idée plutôt bien, comme je travaillais plutôt bien à l'école, de passer ce concours de l'école normale, parce que là, au moins, ils étaient tranquilles, les études étaient payées, j'avais un boulot, je n'avais pas de soucis. Mais à 14 ans et demi, quand je m'engage là-dedans, et 14 ans et demi, ça fait quand même, c'est juste pour dire son avenir. Bon, ça n'existe plus maintenant. Oui. Mais bon, voilà, c'était... Donc, j'ai passé ce concours de l'école normale et je l'ai obtenu. Et moi, je le passais à l'époque. Il y avait un concours qui s'appelait le BEPC, le brevet d'études primaires, je ne sais plus à la fin de l'histoire, mais bon. Et si vous étiez reçu à l'école normale, vous ne passiez pas le concours parce que ça vous le donnait. Donc, pour moi, c'était bien. Ça me donnait deux occasions pour avoir le BEPS, qui était le premier concours à l'époque. Est-ce qu'à cette période, vous aviez déjà une ambition ? Oui, alors, c'était plutôt... s'il y avait un fait un peu marquant qui puisse dire que ça a eu un effet sur mon avenir, je lisais beaucoup Tintin. Ok. Ouais. Et moi, j'étais un grand fan. J'attendais toujours la publication du prochain Tintin.
qui était pour 7 à 77 ans, mais je pense que ce n'était pas totalement faux. Et Tintin, c'était le reporter, c'est celui qui allait dans le monde entier, qui connaissait des histoires, qui résolvait des énigmes. Bon. Donc oui, pour moi, ma vie, c'était Tintin. Et puis après, on a découvert la télé. Et la télé, c'était les Coupes du Monde. Je me souviens encore, mon père avait eu cette chance de nous offrir une télé. Même les voisins qui n'avaient pas de télé venaient la voir de temps en temps chez nous. J'ai ces souvenirs-là. Et après, j'avais envie d'être commentateur à la télé. Ok. Voilà. Donc, petite anecdote, ma mère m'avait... Parce qu'on commentait avec mes frères, on était chacun dans notre chambre. Bon, c'était des chambres, on n'était pas des chambres uniques, hein, on était 3 dans la chambre. Hein. Mais chacun dans sa chambre, on commentait, on se passait le micro. Moi, je commentais un match, je commentais autre chose. Et c'était à l'époque la fameuse phrase à vous Cognac G, puis c'était l'origine du début de la télé. Et ma mère m'avait concocté sur une pomme de terre. Elle l'avait striée, elle l'avait mise sur un bâton et je commentais. Ça faisait mon micro. Je me souviens de ça parce que ça marque et ça reste. Ouais. Et ça, je devais avoir 8-10 ans, quoi, à peine. Ok. Du coup, cette passion pour le reportage, quand l'école normale arrive, du coup, vous accueillez ça en vous disant pourquoi pas, vous embrassez le truc, peut-être un peu contraint parce que finalement, par rapport à ce que vous aimiez faire et le reste du quotidien, un peu en décalage. Comment vous accueillez ça et comment vous continuez derrière ? Il y avait, à l'époque, moi j'ambitionnais d'aller dans une école technique pour faire de la mécanique. Ah. Passion de voiture, peut-être. Oui, de voiture. Okay. Alors là aussi, c'est un frère. Il y a toujours quelqu'un qui vous motive et qui vous met un truc. Hein. J'ai un frère qui s'appelait Jean-Pierre, qui faisait un peu de course automobile. Et j'étais en admiration devant ce frangin qui faisait de la course auto. Et je rêvais. Alors j'en ai fait après. J'ai mis le temps, mais j'ai fini par le faire. Et donc, moi, c'était plutôt être mécano ou faire, j'en sais rien. Je ne visais pas d'être ingénieur ou quoi que ce soit, j'en savais rien de ce que je pourrais faire. Donc, aller à l'école normale, je vous avoue que ce n'était pas trop mon truc. Ouais. Je n'avais pas envie. C'est à tort, parce que c'est un super métier. J'ai adoré faire ce métier-là, donc ça a été génial. Il m'a donné plein de bons repères pour la vie. Et puis, j'ai rencontré des amis que j'ai toujours et que je garderai toujours. Et du coup, quand vous rentrez dans ce process d'école normale, est-ce que vous rentrez un peu contrarié, entre guillemets, en vous disant, voilà, je ne veux pas y aller, mais j'y vais, et du coup, je me donne quand même à fond parce que y aura des bonnes choses à prendre? Ou est-ce que ça, vous le découvrez au fur et à mesure du temps et vous arrivez à le savourer au fur et à mesure où vous le découvrez? Alors, non, j'y vais contraint, hein, très honnêtement. J'y vais en pleurant. Hein, la première fois, je n'ai pas trop envie. Je me souviendrai toujours le dimanche soir, en rentrant à l'école normale, la rentrée. Donc, c'est un moment un peu particulier. En plus, j'étais dans ce cocon familial et même si c'était dans ma ville, on était quand même interne. C'était pas des chambres. Là, c'était un dortoir où on était 50. Donc, c'est notre vie, Mais l'apprentissage du sport m'avait fait que j'allais. Et puis, dans une famille nombreuse, on va facilement vers les autres. Et on a cette habitude, en fait, de partage. Donc, ça m'a aidé. Et puis, j'ai trouvé ce métier comme un métier passionnant, intéressant, mais j'avais quand même dans un coin de ma tête d'avoir envie de faire autre chose. Du coup, les études se passent. En sortant, vous avez un poste. Oui. Et du coup, vous êtes attitré dans le coin, pas du tout? Alors, j'ai un poste. Le premier poste, c'est un stage de 3 mois. Alors, cette chance que j'avais en toucher un petit peu d'argent. Ça devait être l'équivalent de 100 € par mois. Mais j'avais un frère qui était banquier, m'avait fait un prêt et j'avais acheté une moto. Et donc, j'avais une petite moto et je partais dans mon bled, on va dire ça, parce que c'était une école de hameau qui était à 800 mètres d'altitude, dans la campagne, une campagne magnifique. Bon, là, j'adore, et pas très loin de chez moi, c'est à 40 km. Et donc, je faisais matin et soir, pas tout le temps, quand il faisait beau. Puis après, je m'installais dans cette école. C'était une école de hameau. Et là, on découvre la classe unique. Et c'est un truc extraordinaire, parce que vous avez des gamins de 5 ans, les premiers qui arrivent, et puis vous en avez qui sont un peu en retard, qui n'ont pas loin de 12-13 ans, parce qu'ils redoublent. Voilà.
Et vous avez une quinzaine de gamins, il faut les occuper toute la journée et puis leur enseigner. Il y a des règles, il y a des programmes. Donc c'est un moment, oui, mais j'ai bien aimé. Et puis l'instit était quelqu'un d'important dans le village. Donc le premier jour, on venait vous amener du lait, des œufs, des choses. Bon, ça doit exister toujours, hein. Mais c'était une époque vraiment très très sympa où on était reconnus pour ce qu'on faisait dans la collectivité. Donc j'ai bien aimé cette période-là. Est-ce que justement, lors de cette période et de votre développement, vous avez eu des mentors, vous avez parlé de vos frères et sœurs, de professeurs peut-être, qui vous ont aidé à vous développer, vous avez des moments qui vous ont marqué? Écoutez, ils m'en voudront, j'espère pas, hein, mais j'ai pas un professeur particulier qui m'a marqué. Ok. Oui, la famille, oui, les frères et sœurs, qui avaient eux aussi des ambitions, qui sont partis à l'étranger, donc qui ont vécu aussi chacun de leur côté, chacun à leur façon. Il y en a qui ont été instits, d'autres profs, donc, et, bon, d'autres qui sont dans d'autres domaines de la banque, ou bien de grosses entreprises. Mais ils ont tous bien réussi, ils ont bien fait leur vie. Bon. Et c'est vrai que c'est plus ce côté familial qui m'a boosté. J'avais aussi un oncle, je l'ai toujours d'ailleurs, il est toujours en vie, qui était diplomate et qui vivait aussi beaucoup à l'étranger. Et que chaque fois qu'il revenait, moi j'étais toujours intéressé pour qu'il nous raconte toutes ces histoires. Donc ça me donnait vraiment le goût à faire autre chose. Du coup, j'imagine que vous avez eu votre premier vrai poste à un moment donné comme instituteur, Oui. tout seul. Oui, alors là c'était une grande tristesse. Ma mère m'a obligé à vendre ma moto pour acheter une 2 chevaux parce que je pouvais décemment pas aller au travail en moto tout le temps et avec une 2 chevaux pour faire les kilomètres, il y a un col à passer, donc c'était quand même plus. Donc elle a vendu ma moto. Et pour tout vous dire, je l'ai rachetée il y a de ça une dizaine d'années et elle est là. Ouais, Ah. Vous l'avez retrouvée? ouais. Alors, pas la même? pas la Presque. moto, mais Oui. la même, l'identique, la même amenée, la même couleur. Ah ouais. Ouais, donc, comme quoi c'était resté dans la coin de la tête. Ça vous a marqué ça. Oui, et puis je dois avoir un peu de ténacité, mais ça on me l'a dit plus d'une fois, quand je veux quelque chose, je finis par l'obtenir, parce qu'il faut avoir des envies, des ambitions, et une fois qu'on a ça en tête, il faut se donner les moyens pour y arriver. C'est bien, ça me fait plaisir que vous disiez ça à la caméra. Ah oui. Ouais, c'est important, le côté ténacité, ambition, rêve, et puis on fait ce qu'il faut. Oui, il faut avoir des rêves, ça, parce que moi j'ai vécu avec toujours plein de rêves. Il faut en avoir et se dire qu'on peut les réaliser. Alors, il ne faut pas avoir des rêves complètement, mais parfois, on peut être surpris et ça peut se réaliser. Si on recontextualise, on est au Puy. Je suis au Puy, oui, au Puy, je ne l'ai peut-être pas dit. À quel moment Puy-en-Velay, je suis resté au Puy-en-Velay. Je suis né en 55. Je suis rentré à l'école normale, ça devait être en 70, j'avais 15 ans. Ok. Mon premier poste, c'est 73. Voilà, 73, 75. Je suis resté 4-5 ans dans l'éducation nationale. Après, j'ai toujours dans cette idée d'avoir envie d'être... alors, rester dans l'éducation, parce que j'avais un contrat que j'avais signé à 15 ans, ouais, et qui m'obligeait à donner 10 années de ma vie à partir de 18 ans à l'éducation nationale. Je n'ai pas rempli ce contrat. Ah. Mais enfin, ça n'existe plus, mais il faut savoir que les gens le sachent, ça existait. On donnait 10 années de sa vie, mais bon, après, en contrepartie, on vous payait les études. Donc, ouais, bien sûr. il y avait une contrepartie. Et vous aviez un métier. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Pour le déclic, à quel Yes. moment Exactement. vous décidez de sortir? Exactement. Voilà. Et donc, dans les années... donc, je suis resté... Alors, pendant cette période-là, dans l'éducation nationale, j'avais envie de faire autre chose que d'enseigner. Et enseigner, mais peut-être ce qui s'appelait l'audiovisuel. À l'époque, on ne passait pas encore les diapos où ça commençait. Hein. On ne parlait pas de films ou de choses comme ça. Et donc, on avait monté avec l'Académie de Clermont
le centre de documentation CRDP, Centre régional de documentation pédagogique, des petites équipes qui se baladaient dans les villages pour aller amener du matériel, pour passer des diapos ou des films, et puis amener des bibliothèques, des livres. Et donc, je suis rentré là-dedans. Et donc, je me baladais beaucoup. Je voyais beaucoup de monde. Et puis, on venait. Et puis, surtout, quand les gamins me voyaient arriver, ils étaient heureux parce qu'ils savaient que j'allais leur amener quelque chose qui était un peu plus distrayant. Voilà. Et donc, je l'ai fait ça pendant 3 ans. J'étais EMALA, équipe mobile, académique, je ne sais plus, de liaison. Voilà. Et ensuite est arrivé 81. Okay. Le déclic, c'est 81. C'est l'arrivée de Mitterrand, mais c'est pas Mitterrand, mais surtout, il libère les ondes. Et donc, c'est la période des radios libres. Et alors là, vous pouviez être bénévole et rentrer dans une radio, et puis c'était tout ouvert. C'est un moment extraordinaire. Il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui dans des télés, des radios, qui ont vu leur début, je ne vais pas les citer, mais j'en connais un certain nombre, qui ont débuté comme ça. C'est-à-dire ce côté, la radio est ouverte, un petit peu comme l'ont été les réseaux sociaux. Alors, ça a été plus contrôlé, les radios, à l'époque, puisqu'il fallait des droits d'émission. Mais enfin bon, ça a permis à beaucoup de jeunes qui avaient de l'ambition, qui avaient envie de faire savoir ce qu'ils avaient dans les tripes, de le faire. Et donc, je suis devenu journaliste. Voilà. Du coup, si je comprends bien, les gens pouvaient venir avec un sujet, un thème, quelque chose qui leur tenait à cœur, et puis occuper un moment d'audience. Voilà, c'était pas du 24-24, certains le faisaient, mais au début, on parlait que de radio en disant que ça ouvrait pour la musique, beaucoup, énergie. Énergie n'existait pas quand on a démarré, ou Fun, ou toutes les radios qui sont restées. Il n'y avait que Europe 1, RTL, France Inter, qui s'appelait pas France Inter d'ailleurs à l'époque. Donc il y avait que ces radios, il y avait RMC, mais pas le RMC qu'on connaît, c'était vraiment Monte Carlo là. Et donc c'était une ouverture d'autres choses qui se passaient. Et moi j'étais intéressé par vraiment le contenu. Okay. J'ai jamais été DJ sur les radios libres, même si j'adorais la musique. Et l'objectif, c'était pour vous de faire passer des messages, de parler de thèmes que... C'est d'interviewer des gens, de raconter des vies. Et donc, j'ai pris des histoires. Et je trouvais que dans notre région, de la Haute-Loire, où il y avait le journal local. Et le journal, ça a plein de vertus. Et je suis resté un fervent du journal, même papier. Je reste encore au journal papier. Même si je regarde beaucoup on racontait des vies. Et donc, j'ai pris des histoires. Et je trouvais que dans notre région, de la Haute-Loire, où il y avait le journal local. Mais le journal, ça a plein de vertus. Et je suis resté un fervent du journal, même papier. Je reste encore au journal papier. Même si je regarde beaucoup sur les tablettes ou les autres infos. Mais dans cette période-là, à part le papier, il n'y avait rien. Donc les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Et bon, là, il n'y avait pas la télé régionale. Il y avait les débuts des FR3, donc j'y suis allé par la suite. Mais on a commencé comme ça. Et c'était une très, très belle aventure. Là. Les radios libres, c'était un truc extraordinaire. Et donc j'avais mes petites émissions. Alors parfois, elles ressemblaient à des émissions nationales. Je me souviens d'une émission que je faisais qui était l'histoire d'un jour. Mais l'histoire d'un jour, c'était Alfonsi qui le faisait sur Europe 1. Mais je l'avais ramené à un côté local et je racontais des histoires locales avec des intervenants locaux et qui racontaient leurs histoires. Elles étaient parfois plus intéressantes que ce qu'on pouvait entendre sur un niveau national. Voilà, et je me réalisais quelque part. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, vous enseignez encore? Vous faites les deux? Je fais les deux. Donc, j'ai ce côté malade, donc je suis déjà un peu dans l'audiovisuel. Et puis, il y a un moment, il faut choisir. Et j'ai choisi. Donc, j'ai quitté l'éducation et je suis resté à la radio. Alors, c'est beaucoup de sacrifices, parce que on ne sait pas où on va. Mais bon, j'avais décidé, je voulais l'être. Et puis, je suis resté.
Et du coup, à partir de ce moment-là, comment vous cheminez? Parce qu'il y a la télé un peu plus tard, vous avez Il dit y a la FR3. télé, oui. Comme ça marche pas trop mal, il y a FR3 s'ouvre. FR3, oui, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était... je ne me souviens plus. Enfin, peu importe. Et les télés régionales s'ouvrent sur des producteurs locaux. Et donc, à France 3 arrive un ancien ministre dont je ne me souviens plus le nom, comme directeur régional. Et je le rencontre à une occasion, puisque comme j'étais journaliste, j'avais mon micro qui traînait. Il me dit, ça vous dirait pas de faire une petite production à la télé? Pourquoi pas? Et donc, je suis devenu producteur d'une émission, mais sans savoir rien du tout de ce métier-là, il faut l'avouer. C'est fou. Et j'avais pas beaucoup d'argent, il m'avait donné une petite... Et avec ça, je payais tout. Alors, j'ai découvert ce qu'étaient les syndicats. Je fais une toute petite parenthèse, c'est rigolo. Je l'avais découvert déjà en arrivant dans l'éducation nationale, puisque le jour de l'entrée, le dimanche soir, 1er septembre ou 31 août, je ne sais plus, on vous reçoit, on vous fait visiter l'école normale, et puis on vous dit, vous avez la réunion syndicale. Et vous ne savez pas du tout ce que c'est, même ce que vous avez pris, et vous avez votre première réunion syndicale, et il y a tout le monde. Il y a pas... C'est un truc organisé qui fait partie du décor. En tant que producteur. Voilà. Non, donc voilà. Et là, quand j'ai été à FR3, aussi j'ai découvert que moi, ça pouvait déborder. Ah, mais non, mais à midi, on coupait tout. On l'a juste arrêté. Comme vous étiez un producteur indépendant, les gars, ils n'allaient pas faire de... Oui, je peux les comprendre. Ils défendaient un peu leur truc, leur beefsteak, tout ça. Mais bon, c'est l'anecdote. Mais j'ai découvert, et en fait, on découvre la vie en participant à des choses comme celle-là. Et on voit plein de choses, c'est assez intéressant. Et donc, j'ai fait un certain nombre d'émissions à France 3. J'espère que vous ne retrouverez pas les images. Bon, si, on ira voir, on ira chercher. J'ai envie de chercher maintenant. Du coup, comment on passe de FR3 à la radio et on va vers le sport? Alors, c'est la radio toujours qui m'a amené. Donc, la radio... j'ai monté cette radio. Alors, je suis rentré dans une radio qui existait, puis après, on en a monté une nouvelle. Et un beau jour, c'est des rencontres, toujours. Donc, je m'occupais, la radio était devenue la radio du Conseil général de la Haute-Loire, avec le journal local associé, et j'étais le directeur. Donc, on a monté en puissance, ça faisait une radio qui avait un peu de tenue, qui était assez sympa. Et il y a un chasseur-tête. Ça nous parle. Ça existait déjà. Ça existait. Et ce chasseur-tête, il m'a suivi plusieurs fois. Alors j'ai découvert qu'en fait, il était rémunéré sur le nombre d'années que je restais, mais une fois le nombre d'années était passé, il pouvait me replacer ailleurs. Ah. Et il m'a aidé. Alors, c'est parce que ça marchait aussi. Et il est venu me chercher pour s'occuper d'une même mission pour le Conseil général de la Loire. Et donc la Loire voulait monter une radio qui s'appelait Radio Loire Service, après Radio Haute-Loire. Et on a monté cette radio avec le président qui était Lucien Neuwirth, à l'époque, le père La Pilule, et qui était un personnage extraordinaire et attachant. C'est comme ça, là aussi, qu'on découvre le monde politique. C'est en étant dedans, quoi, voilà. Et Lucien Neuwirth, on a monté sa radio, et on l'a développée. On avait plusieurs émetteurs, avec une radio à Rouen, une radio à Saint-Étienne, une autre à Saint-Chamond. Quelle année, ça, à peu près? C'était dans les années début 80. Ok. 83, puisque 81, c'est le début des radios locales. 83, il doit être radio, c'est 84, 85. Ok. Et donc, je suis resté là un certain temps. J'ai découvert Énergie, parce qu'il y avait des congrès, des rassemblements. Et donc, on partageait beaucoup. Donc, il y a eu les débuts des réseaux. Énergie lançait son réseau un peu partout en France. J'ai rencontré Alain Veil, qui est devenu le grand Alain Veil, qui aujourd'hui était à la tête de Next Radio. C'est quelqu'un d'important, qui a monté RMC. Il était directeur général de
Énergie. On a monté Énergie à côté, à Saint-Étienne. Et puis, je suis devenu, il m'a proposé de partir à Énergie à Lyon. Je suis parti à Énergie. Mais d'instit, où vous apprenez les bases de ce que peuvent être les disciplines, les mathématiques, le français, l'histoire, la géo, on ne vous apprend pas à gérer une entreprise. Non, vous ne savez pas, vous savez rien du tout. Un bilan, moi, lire un bilan, mais c'était à des années-lumière. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, il a fallu que sur le tas, j'apprenne. Parce que là, vous rentrez dans une radio commerciale, où finalement, vous ne faites plus votre métier de journaliste. Donc, j'ai perdu ma carte de presse. J'ai arrêté, mais bon. Honnêtement, c'était une évolution dans ma vie. Je découvrais autre chose. Et j'ai dirigé Énergie à Lyon. Alors, il y avait Lyon, Saint-Étienne, un certain nombre d'autres... localement d'autres radios, et ça s'est plutôt bien passé, j'y suis resté. Et là, mon fameux chasseur-tête, qui ne m'avait pas aidé pour les autres métiers, est venu me rechercher parce qu'il y avait le montage d'une télé à Lyon, télé Lyon Métropole, et il travaillait pour la Générale des Eaux, et il me dit, bon, tu as fait un peu de la télé à France 3, tu as ce côté journaliste, maintenant tu as le côté... tu as appris ce que c'était de vendre des spots publicitaires, de gérer une équipe de vendeurs. Ouais, tu dois pouvoir le faire. J'ai dit, écoute, moi je veux bien, pourquoi pas. Je passe les entretiens, tout ça, et je suis recruté. Et donc je me retrouve à Télé Lyon Métropole comme responsable des programmes. Super. Mais il faut avoir à la fois le culot de se dire, on y va. Il y a une forme d'insouciance finalement. Oui, d'insouciance, et puis de se dire, écoute, si tu appelles, c'est qu'ils doivent penser que tu pourras le faire. Donc, voilà. Donc, si tu convaincs les autres, en étant toujours très franc avec eux, alors voilà ce que j'ai fait. Il n'y a rien qui est caché. Maintenant, si vous voulez, on peut tenter l'aventure. J'ai fait l'aventure TLM. C'était super. J'ai même choisi mon patron après. Ça, c'est le luxe, ça. Entre guillemets. Non. Et je vous dis ça parce que ça a de l'importance, parce que s'il y a des gens qui m'ont marqué dans ma vie, bon, je l'ai dit, ma famille, il y a aussi des gens professionnellement qui m'ont énormément marqué. Et là, j'ai choisi, ce qui est faux, hein, c'est une boutade, mais TLM n'avait pas choisi son vrai patron, vraiment le patron de TLM. Et moi, j'étais déjà en place, mais ça vivotait, et j'ai été un peu dans la confidence. Il m'a dit, écoute, il faudrait que tu reçoives les candidats et que tu leur présentes la maison, et que voilà, tu les entoures, tu passes une journée avec eux. Donc j'ai reçu les candidats. À l'époque, il y avait De Carolis, il y avait un autre nom que j'ai oublié, mais que je vois très bien sa tête, qui est sur France 3 et qu'on a vu encore il y a peu de temps sur France 3. Et il y avait Jérôme Bellé. Jérôme Bellé, c'est un ours. Mais enfin, il avait fait France Info, il avait fait LCI, il avait fait il était à l'origine. Et donc lui, les télés, nouvelles télés, puis ces télés locales, ça l'intéressait. Et donc je les ai reçus. Moi, je préférais De Carolis. De Carolis, avec la classe, c'était top. J'avais eu un bon contact avec lui, alors que Jérôme, c'était plutôt... Et c'est Jérôme qui a été choisi, comme quoi. Dommage. Quand ils m'ont demandé mon avis. Mais j'ai été assez franc avec lui. Je lui ai dit, bon, il y en avait d'autres. C'était pas vous. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. C'était un type formidable, extraordinaire, qui officie toujours, puisque C'est dans l'air, c'est toujours lui qui le produit. D'accord. Et il a eu une carrière extraordinaire. Il était patron d'Europe 1, après il était patron de RMC. Donc, et c'était un peu un guide. Et finalement, on a monté plein de choses, on a produit plein de choses. J'ai appris ce métier de la production, vraiment produire des images, produire des matchs de foot. Parce qu'on a été les premiers à passer un contrat avec Jean-Michel Aulas, qui débarquait dans le milieu, et ça c'était à Lyon, donc qui débarquait à Lyon à la présidence du club. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Et quand on parle d'Aulas, je dis, oh là, moi ça fait quand même bien longtemps que je le connais, je l'ai vu démarrer. Et on a négocié les droits de l'OL pour retransmettre sur TLM les matchs. Ils étaient en deuxième division à l'époque, on disait D2, pas la Ligue 1, la Ligue 2, ils étaient en D2. Et donc j'ai rencontré tout un tas de gens à cette occasion, parce qu'il fallait négocier les droits.
Jérôme s'en foutait. Il dit, ah, non, démerde-toi avec ça. Donc j'étais en première ligne avec Jean-Claude Darmon, qui était le grand argentier du foot et qui gérait tout ça pour le compte de Canal. Charles Bietri, qui démarrait, que j'avais croisé, je n'ai pas tout dit, mais à l'époque aussi, quand j'étais journaliste, je faisais correspondant de l'AFP. Localement, il n'y avait personne, donc quand il y avait une petite affaire, je faisais les papiers pour l'AFP. Et j'avais rencontré Charles Bietri, qui était, lui, le patron des sports de l'AFP. Voilà. Donc, c'est des rencontres. La vie, ça n'est que des rencontres. Il faut les provoquer parfois, mais parfois elles arrivent. Enfin, si vous restez tout seul chez vous, il ne se passe rien. Il ne se passera rien, vous ne rencontrerez personne. Mais c'est ça, là, quand je vous entends, je me dis vraiment, des fois, on a tendance à se... Il ne faut pas se recroquer sur soi-même. Se bloquer. Ouais, on se met des barrières soi-même. On se met des barrières et on attend que ça arrive. Ça n'arrivera jamais. Si vous attendez, ça ne vient pas. Et du coup, là, pour le foot, donc, les droits du foot, c'est votre initiative ? Oui, donc j'ai négocié avec ces 3 personnes. Et je me souviens d'une conversation. À l'époque, je ne sais pas comment on avait organisé ça. C'était dans mon bureau à Lyon. Moi, j'avais les 3 personnes au téléphone et on a négocié. Et il y avait Jean-Michel avec moi. On a négocié pour la première fois des droits télé de la Ligue 2. Ça n'existait pas. Il y avait des droits télé. Canal commençait à verser des droits. Bon. Et donc, j'étais tout fier. Quand on connaît maintenant les droits télé, c'est fou. Vous savez, il y a peu de temps, là, le directeur général de l'OL m'a appelé. Il fait un bouquin pour se remémorer de cette époque-là. Okay. Il se souvenait, parce qu'il se souvenait qu'on avait fait un truc. Je me souviens très bien, moi. Je crois même avoir un enregistrement. Ces trucs. Il y a des archives quelque part ici. Il y a des archives. Et donc on a retransmis et on avait monté un bus dans lequel on faisait la prod télé des matchs avec 4 caméras. Et tous ces gens-là, tous ceux qui étaient avec moi, ils sont tous réussis dans la télé. Tous. C'est une grande fierté que j'ai. C'est tous des gens, des réals, des cadreurs, des producteurs, des chargés de prod. Ils ont tous réussi. Et donc, ça a été un truc formidable parce que là, on a réinventé un métier. Ce métier de la prod, c'était la SFP, c'était à Paris, voilà, ou les France 3 en région, mais il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas de petites boîtes. Il y avait des toutes petites boîtes de prod, mais qui ne faisaient pas des matchs de télé. Voilà. Et donc, quand ça marchait bien, je m'y passionnais. Et Jérôme m'a dit, mais tu devrais monter ta boîte de prod. Monter ma boîte de prod. Moi, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce que c'est, moi. Si, je te promets, tu sais tout. Tu peux y aller. Tu as en plus les connexions. Monte ta boîte de prod. Et donc, j'ai monté ma boîte de prod. J'ai quitté TLM. Okay. Et j'ai monté ma boîte de prod qui s'appelait Concept TV. Okay. En 86. La première boîte. Voilà, c'était en 86, ouais, sans doute. Okay. Vous me le dites, ça doit être ça. J'ai appris par cœur, c'est pour ça. Là, moi, je me pose des questions quand même, parce que vous avez un développement très, du coup, à l'opportunité, vous saisissez toutes les choses qui passent, vous les créez aussi. Est-ce que dans tout ça, il y a des moments de doute, il y a des moments où vous vous trompez, vous rebondissez, ou est-ce que... Non, mais tout ça, ça semble facile. Honnêtement, c'est pas facile. Ouais, c'est au détriment d'abord d'une vie personnelle, parce que j'avais connu ma première femme, je suis obligé de dire ça comme ça, et qu'elle m'en veuille pas, à l'école normale. Donc on est restés ensemble. Et elle est devenue journaliste avec moi quand je suis parti. Elle est venue dans la radio. Mais quand je suis reparti après à Saint-Étienne, non, elle est restée. Donc ça m'a coûté un divorce, il faut appeler ça. Et puis j'avais pas d'enfant, je ne pouvais pas me consacrer à autre chose que ce que je faisais là. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup de passion. C'est important de le souligner, parce que je pense qu'il faut donner l'envers du décor. Et pas se dire je veux gagner beaucoup d'argent. Si l'argent n'est pas le moteur, ça marche pas. Si l'argent n'est que le seul moteur, ça marche pas, je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà. Parce que vous faites des choix par rapport à ça. Moi, je n'ai pas fait des choix. J'ai parfois gagné plus d'argent en changeant. J'ai parfois gagné moins d'argent en changeant. La première fois, j'ai quitté l'Éducation nationale. Ce n'était pas des salaires, mais pour rentrer dans une radio libre, vous savez, vous perdiez de l'argent. Donc, vous changez de statut. Après, oui, j'ai pu bien gagner ma vie. Mais ce n'était pas le moteur principal. Le moteur, c'était j'avais envie de réussir quelque chose. Je voyais d'autres choses. Et puis, c'était une période aussi, mais je pense que toutes les périodes ont leurs atouts, où si vous aviez de l'envie, quelques capacités,
vous lanciez, vous ayez des chances de réussir. Si vous aviez bien pensé à votre coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours possible. Mais ce n'est pas sur la radio, ce n'est pas sur les télés, bon, il y a encore autre chose. Mais sur la télé, on ne la consomme plus pareil. Mais il y avait ou la prod. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que c'est installé. Mais à cette époque-là, tout était possible. Donc, je me retrouve avec une boîte de prod. Et vous me disiez s'il y avait eu des moments de doute. Oui, parce que dans les 15 premiers jours, il y a à Lyon ce qui s'appelle la Biennale de la danse. Et je décide de produire, alors bien entendu avec eux, j'ai quelques droits, de produire la Biennale de la danse, produire en termes de télé, faire des captations télé, la Biennale de la danse. Et cette année-là, c'était sur la tap dance, les claquettes. Et donc, ils font venir les meilleurs du monde, hein, sans doute, et on fait des produits qui, à l'époque, moi, ça me semblait extraordinaire. Mais en un mot, je bouffe l'équivalent des 10 000 euros que j'ai mis de côté la première semaine. Donc, j'ai pu dès la première semaine, parce que le truc... Bon. Et là aussi, il faut un facteur chance, opportunité. Il se trouve qu'il y a un des intervenants, un des danseurs qui s'appelait Steve Condos, oui, ça me revient. Alors, c'est un nom que je n'ai pas dû prononcer depuis des décennies. On est là pour ça. Steve Condos qui décède en sortant de scène. Donc on a les dernières images de Steve Condos. Et Steve Condos, vous ne connaissez pas, ça vous dit rien, mais aux États-Unis, il est connu. Et donc on nous demande les images. Et je vends les images de Steve Condos. Et donc du coup, ça me renfloue un peu le truc. Et voilà. Et on peut continuer. Voilà. Donc, paix à son âme. Oui, vous comprenez, je ne vais pas me réjouir de cette histoire-là. Mais je rentre dans un cycle. Je comprends mieux les choses. Je vois ce qu'on peut faire, les éventualités. Et quand vous êtes dans un domaine comme celui-là, il faut y aller. Ah bon, après, je produis Jazz à Vienne. C'est marrant parce qu'on en parle ces temps-ci. Récupéré, j'ai 20 ans de Jazz à Vienne en archive. Et on fait Jazz à Vienne, on négocie. Alors, Jazz à Vienne, c'est un super... là aussi, Jean-Paul Boutellier, je peux le citer, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Que j'aime toujours, il est toujours vivant, mais que je vois moins. Et Jean-Paul, c'était le président, et il avait aussi cette volonté de faire grandir son festival. Et pour le faire grandir, il avait bien compris, il fallait le médiatiser. Et le médiatiser, il y avait une émission qui s'appelait Jazz 6, là aussi avec un autre personnage, mais son nom va me revenir. Et on a sympathisé, c'est devenu mon ami, on est resté... et on a fait Jazz 6, et les concerts de Jazz 6 qui passaient donc sur la 6 les dimanche soir, c'est nous qui les produisions. Ouais. Donc c'est toutes ces coïncidences qui ont fait. Alors comment on arrive au foot ? Voilà, comment on arrive au foot ? Moi j'avoue, je suis impatiente. Hein. Exactement, ouais. À côté de tous ces trucs de jazz, TF1 a une émission qui s'appelle Téléfoot, et le dimanche, il faut l'alimenter. Justin. Je suis amateur. Voilà, et Téléfoot, à l'époque, il n'y avait pas jour de foot sur Canal. Donc Téléfoot, quand vous vouliez voir les résumés des matchs la veille, c'était sur Téléfoot. Mais les matchs de la veille, il faut les filmer, il faut les tourner. Et donc il y avait le match de Canal, parfois un autre match, mais les autres, on fait comment ? Et là, j'ai pigé un peu le truc que si localement on avait des équipes, on pouvait tourner les matchs. Ça, je savais faire, puisqu'on avait fait. Et puis leur envoyer des résumés. Et en plus, ils allaient vous payer pour faire ça. Et donc, on est rentré dans ce cycle-là. Et là, j'ai rencontré plein... Bon, alors, je peux le citer, parce qu'il a été choisi comme le futur réalisateur de la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Donc, il officie sur Canal, après avoir officié sur TF1, Laurent Lachamp. Et Laurent Lachamp, il y a plein d'anecdotes. Hein, comment je l'ai trouvé, comment c'est... Mais il faisait les montages pour TF1. Okay. Et donc, il bossait avec moi, il faisait les petits montages, et puis on a rencontré les journalistes, et puis on est devenus amis. Puis, il fallait faire ça dans la demi-heure qui suivait, parce que à l'époque, pour remonter les images à Paris, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, où par votre réseau téléphonique, tout fonctionne très bien. À
À l'époque, c'était plus compliqué. Donc voilà, et je suis rentré là-dedans. Et donc dans le foot, moi je connaissais le foot parce que j'y avais joué, j'avais un père, j'étais passionné, j'ai suivi l'épopée des Verts, tous ces trucs-là, l'éducation nationale, j'avais un peu de temps et à l'époque je pouvais aller voir les matchs de foot et suivre la SS dans ses périples européens. Après ça a été plus difficile. Mais donc j'avais cette connaissance. Et alors si vous alliez la connaissance et le métier de la production, ça fait que ça match. Et quand vous parlez à des interlocuteurs, vous savez de quoi vous parlez. Et donc, fil en aiguille, on a commencé à produire pour Canal, et puis à produire les jours de foot. Alors, jours de foot, c'est une autre... Alors, il y a eu Charles, qui était une personne importante dans ma vie, Charles Bietri, qui m'a donné ma chance aussi là-dedans pour passer un cap, pour passer une étape. Parce que comme je vous disais, il y avait très peu. Alors, il y a eu une boîte de moyens techniques qui s'est montée à Paris, qui s'appelait VCF. Et il y avait la SFP. Et donc, ces deux boîtes produisaient tous les matchs. Mais en province, il fallait déplacer les équipes depuis Paris. Donc, ça avait un coût. Il fallait les nourrir. On les payait 2 jours pour un match qui avait lieu sur place. Donc, ils ont vite compris qu'il y avait une économie à travailler avec les moyens locaux. Donc, j'ai développé d'abord à Lyon, et puis après à Metz, après à Angers, après à Toulouse, après à Nice. Enfin voilà, on a créé notre réseau et on s'est retrouvé avec un réseau de correspondants, avec des mecs qu'on formait, qui ne connaissaient pas ce métier, qui aimaient le cadre. Alors, il y avait des écoles qui formaient des gens au cadre, mais ils faisaient à l'époque, comment on appelait ça, ils faisaient des films d'entreprise. Ok. Mais ils ne faisaient pas du sport. Or, le sport à la télé, c'est hyper important. Et donc, nous, on a donné la possibilité à plein de sports de pouvoir être retransmis à la télévision parce que les coûts étaient moindres. Voilà. Mais on a formé beaucoup de monde. Et de là, ma boîte a grossi, j'en ai racheté une autre, j'ai monté. Je me suis retrouvé à Visual qui était à Paris. Et donc, cette boîte, on suivait aussi la progression des chaînes. On a travaillé pour la 5, Feu, la 5, la chaîne italienne de Berlusconi. On a eu des parts, on a eu notre part d'impayés. Donc, si vous voulez, quand vous me parlez des difficultés, il y a eu des difficultés. Ouais. Et puis, on ose, parce que là, j'ai racheté des sociétés. Je n'avais pas de rond devant moi, j'étais associé à personne. Et on est parti, mais on s'est développé en même temps que Canal s'est développé. Quand Canal a ouvert en Espagne, il y avait une filiale en Espagne. En Belgique, il y avait une filiale en Belgique où on faisait tous les matchs en Belgique. En Pologne, on est allé en Pologne. Quand Canal a ouvert, quand Canal a arrêté, on a vite arrêté aussi. Mais voilà, c'est saisir, sentir, mais sentir, c'est s'informer. S'informer, c'est être ouvert, les grands yeux, les oreilles, regarder le monde, comment il se passe, pour saisir les opportunités. Et quand chaque fois dans mes boîtes, je disais, même dans les clubs de foot, je disais, il faut qu'il y ait une cellule de veille. Alors, veille technologique, veille d'infant, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là. Vous voulez être dans ce marché, il faut le connaître. Si vous voulez le connaître, il faut se renseigner. Si vous voulez renseigner, il faut y aller. Donc j'ai toujours eu quelqu'un chez moi qui travaillait sur la veille, sur regarder, anticiper, regarder. Et même dans les clubs, les clubs de foot, allez voir ce qu'ils font les autres. Regardez ce qui se fait à l'étranger. Comprenez pour voir comment ils ont avancé dans leur recrutement, mais pas seulement, dans le marketing, dans la réception de vos clients qui sont les fans. Et du coup, je fais une petite aparté, mais... Ouais, du coup, je rebondis sur l'international, parce que du coup, je comprends qu'au travers de la production, il y a un peu d'international. Oui. On va peut-être en parler aussi avec la partie des clubs de foot professionnels. Oui. L'importance pour vous de l'international, est-ce que vous la saisissez quand vous y allez ? Est-ce qu'elle vous a vraiment apporté quelque chose ? Alors, par rapport à l'international, si j'ai un message à faire passer, j'ai un regret, mais un énorme regret, c'est de ne pas avoir été vivre à l'étranger pour être totalement bilingue et avoir pris par-dessus le coude les cours d'anglais. Parce que l'anglais, c'est indispensable si vous voulez être ouvert. Alors, je me suis rattrapé un peu, mais j'ai quand même ce handicap dès le départ. Et ça, c'est difficile. Donc, il y a vraiment, l'anglais, c'est important. Après, oui, l'international, parce que la diffusion télé, c'était partout.
Là, on ferait des longueurs et des longueurs. Oui, non, mais... Mais dans l'international, on a, avec Visual, on a réussi notamment à avoir un contrat avec la Dorna. La Dorna, c'est le producteur du Moto Grand Prix, qui venait de démarrer. Donc, on démarrait ensemble quelque part. Donc, c'est plus facile de lier des liens parce que... Bon. Et donc, on faisait pour eux tous les Grands Prix moto. On produisait tous les Grands Prix moto en Europe. En Europe, oui. C'est-à-dire tout ce qui était accessible par la route pour nous, Oui. si on allait en Angleterre. Alors, ils avaient des moyens, il y avait des moyens sur place. Mais c'était tellement particulier qu'ils préféraient qu'on se déplace. Et on l'a fait, donc on a fait des Grands Prix en Tchéquie. Et là, il y a plein d'histoires. Hein. Ouais. Et puis des relations avec des pilotes extraordinaires. Et puis on avait également, parce que toujours dans ce souci de veille, on allait aux États-Unis, il y avait le NAB, National Broadcasting, je ne sais pas quoi, donc qui toutes les années, pour voir ce qui se passait, comment ça allait avancer, comment ça se développait. Et donc forcément, on a découvert qu'il y avait les mini-caméras qui commençaient, même si ce n'étaient pas les mêmes standards, ils étaient en PAL, nous on était dans un autre système, je ne me souviens plus lequel. Et donc, ce n'était pas numérique à l'époque. Donc, on a découvert des choses et on a su, nous, les importer, les adapter. On est allé faire des voyages éclairs en Australie, chercher des moyens, mais parce qu'on se donnait. Hein, on partait 36 heures en Australie pour 48 heures de voyage. Mais on voulait absolument ça, parce que c'est la passion. Et puis, quand on voulait, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui font des choses bien plus... Même ça prouve une détermination quand même. Ouais, voilà, il fallait être déterminé. Ouais, c'est ça. On voulait. Et donc, on trouvait les bonnes personnes, on cherchait. Et puis, on n'avait pas peur d'aller chercher un carrossier, parce qu'on avait besoin de faire des mini-caméras, mais il fallait les envelopper dans quelque chose pour les mettre sur les motos. Et ben, on allait chercher. Le gars, il est ingénieur, il a été embauché par l'Ardorna, puis c'est vendu toutes ces caméras embarquées. Caméras embarquées. C'était trop compliqué parce qu'il fallait négocier avec Honda, avec Suzuki, avec toute la bande. Il y avait des gars qui passaient 3 mois au Japon pour négocier ça. C'était infernal. À l'époque, ça pesait 1 kilo. À la fin, quand on l'a vendu, on était à 450 grammes. Et aujourd'hui, ça doit être à 200 grammes. Ridicule, je ne sais pas, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Mais sur des ingénieurs qu'il faut que ça aille le plus vite, ils ne voyaient pas toujours l'intérêt de la télé. Bon, aujourd'hui, ils le voient. Hein. Oui, ils ont bien changé d'avis. Oui. Ils ont bien changé d'avis. Donc, c'est tout ça qui faisait. Donc, l'international, c'était hyper important. Et puis, ça rentrait aussi dans mon envie de voyager. Donc, le diplomate, vous étiez là. J'y étais dedans, là. Et donc, on a fait plein de choses et j'en ai bien profité. Et le football. Comment on passe de produire des grands prix de moto à la présidence d'un club de foot? Alors, qui n'est pas Saint-Etienne en plus. Du coup, là, moi, je comprends plus. Non. Des présidents, j'en avais côtoyé plein. Les stades, on les voyait, on les visitait puisqu'on était là. Donc, on négociait. Et Guillaume, je l'ai connu à l'époque où il m'a emmerdé. Un enfant, à l'époque. Ouais, non, puis il m'a emmerdé comme pas possible parce que lui, il pensait qu'on lui piquait des spectateurs. Ah oui. Donc, il faisait tout pour pas qu'on... Alors, il voulait bien l'argent des droits. Ah oui. Mais il ne voulait pas qu'on paye. Donc, il nous mettait complètement à l'inverse, face au soleil, enfin, des trucs qu'on ne pouvait pas... difficile à filmer, mais il fallait accepter parce que c'était le truc. Lui, il avait peur qu'on lui pique des spectateurs. Il faut revenir les débuts, ce n'était pas aussi simple, aussi facile. Et donc, je l'ai côtoyé, donc je connaissais quand même un peu ce monde, je connaissais le football. Et puis, j'avais toujours... Alors, le truc peut-être le plus important, c'est 98. Donc, en 97, avec ma boîte, on signe le contrat de production des images de la Coupe du Monde et on obtient plus de 50%. Mais ce qui est invraisemblable, la SFP, les VCF, tout ça, comment ils peuvent produire pour le plus grand événement là, il y a eu des sueurs froides parce que tout ne s'est pas passé. Oui, comme prévu, tout ça. C'est ça trop facile. Mais il se trouve que là, je suis sollicité par France Télécom, qui ne sait pas ce que va être le métier de demain des opérateurs télécoms. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils commencent à le savoir, mais ils ont fait quand même beaucoup d'erreurs. Donc, ils investissent dans tout le panel
des métiers. Donc tous les métiers qui peuvent, de près ou de loin, avoir trait à la diffusion, à la télé, ils investissent. Et il y a un gars qui va frapper à ma porte, qui me dit « Vous ne vendez pas votre boîte ?» Ben non. Non, mais vous ne la vendez pas? Ben non, je ne sais pas. Mais bon, après, tout est à vendre. Ça dépend de gasoil. Bon, c'est comme ça que c'est. Et donc, ils sont venus. Mais bon, je leur ai cédé. Ça, c'était en 97, parce que la Coupe du Monde, c'était l'année d'après. Mais j'ai fait le service après-vente pendant 7 ans. Parce que ce n'était pas leur métier de base. Et donc, il fallait rester avec eux. Et puis, ils avaient, au départ, on a monté dans ma cuisine, la boîte. Mais à la fin, on faisait 800 fiches de paye avec les intermittents. Et on devait être 150. Ils sont aujourd'hui 400. Parce que la boîte continue, perdure. Et j'en suis heureux. Et je suis toujours de voir l'écart visuel à MP. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait quelque chose. Donc, on reste attaché. Mais voilà. Donc, je l'ai vendu, mais tout en y restant. Et j'avais rencontré des producteurs. Je lui ai dit, le sport m'a tellement amené qu'un jour, je renverrai dans le sport. Okay. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Dans l'oreille d'un sourd. Et forcément, il y a Luc Dayan qui me dit un jour, en fin de semaine, le club de Lille est à vendre. J'ai rencontré Martine Aubry, Pierre Mauroy. Il y a peut-être une chance. Il n'y a pas beaucoup d'argent à mettre pour racheter le club. C'est fou. Racheter le club, c'est rien. Par contre, il faut mettre tout de suite de l'argent pour renflouer et assurer la pérennité. Bon. Donc la somme était pour moi très importante. Pas encore une fois, l'achat, ça représentait l'équivalent de 25 000 €. Hein. Donc c'est rien. Ouais. Mais par contre, il fallait mettre beaucoup d'argent. Et même si j'avais bien vendu ma boîte, ça représentait la moitié de ce que j'avais. Prise de risque. Prise de risque énorme. Et j'ai dit oui. Donc, mais en 48 heures. Par passion. Par passion, en 48 heures. Puis je lui ai dit, bon, puis, comme l'argent, ça n'avait jamais été le moteur, vraiment, j'ai dit, bon, on continue. On continue, en fait. On remet dans le truc. Et puis c'est extraordinaire. Mais surtout, je disais, moi, je suis investisseur. Je ne veux pas être président. Je ne veux pas de fonction là-dedans. Okay. Je ne veux pas de fonction là-dedans. Et il y avait un super président, M. Lecomte, qui est un type super, même si on s'est séparés avant. J'ai eu plein de gens dans ma vie avec qui étaient géniaux. On s'est séparés, on reste bons amis, mais il a fallu se séparer. Et M. Lecomte, bon, les trucs se passent, on recrute, on fait des tas de choses que j'apprends, mais je me tais, j'écoute beaucoup, je regarde, je donne mon avis de temps en temps, je regarde surtout financièrement qu'on ne fasse pas de conneries. Et puis, au bout de 6 mois, donc, le club est pas loin de la relégation en 2 ans, on est arrivé en Champions League. Donc, honnêtement, c'est pas grâce à moi, c'est pas moi qui... J'ai mis l'argent au l'aspect départ. Financier compte quand même. L'aspect financier, je n'y serais pas... Ouais. C'est peut-être un autre qui l'aurait fait. Voilà. Bon. Et ça serait peut-être passé aussi bien, c'est ce que je veux dire. Bon, c'est moi. C'est moi. Et M. Lecomte m'appelle un jour, au bout de 6 mois, en me disant... c'est pas Henri Lecomte, chercher son prénom. C'est Henri, mais Henri, c'est plutôt le tennis. Monsieur Lecomte m'appelle et il me dit « Francis, il faudrait que vous nous fassiez un chèque de 50 000 francs. » Je dis « Non, c'est pas bien compris. Là. Moi, je suis pas Martine Aubry, on téléphone pas à la mairie. Moi, non, on a fait un projet, un budget, j'ai donné l'argent, j'ai mis des dates. Moi, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, mais moi, vous comprenez, Francis, je ne peux pas avoir été pilote et devenir steward. Ah, là, oui, mais bon, moi, je ne suis pas banquier. Bon. Donc, il me dit, bon, on se quitte. Bah, oui, on se quitte. Donc, vous vous retrouvez à avoir mis de l'argent dans un truc, vouloir être président, et vous êtes un peu bloqué. Donc, celui qui m'a amené là-dedans, je lui ai dit, écoute, t'y vas, là, parce que moi, je vis à Lyon, j'ai ma boîte à Paris, et c'est à Lille. Là, je ne vais pas y arriver. Je vais devenir complètement dingue, même si j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Il y a vraiment un gros moment de doute, là. Et puis, il y va contraint forcé, là, parce que de toute façon, je l'oblige. Mais bon, il contraint forcé, il n'a pas envie. Ouais. Et donc, je prends les rênes. Voilà. Et je prends les rênes du truc, et puis je me dis, c'est toi qui as mis l'argent. Si tu ne veux pas tout perdre, si tu ne veux pas te retrouver comme un con, il faut assumer. Donc, j'ai assumé. Donc j'ai assumé le truc, et ça s'est plutôt pas mal passé.
Et j'ai assumé jusqu'au moment où je peux assumer. C'est-à-dire quand le club est en Champions League, c'est plus tout à fait la même chose. C'est plus tout à fait le club que vous avez pris en Ligue 2, pas loin du national. Donc c'est autre chose, avec un autre projet plus ambitieux, d'un stade de 50 000 personnes. Et j'ai dit, moi ça, je ne peux pas assumer. Ça, je sais pas. Donc on cherche quelqu'un, et c'est Michel Sédou qui viendra me reprendre le club, me racheter mes parts au club. Et à ce moment-là, comment vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour vous dire que c'est plus dans vos compétences? Mais c'est pas compétence. Compétence, honnêtement, mais c'est les moyens financiers. Okay. C'est-à-dire quand on dit on assume ce qu'on s'est dit de faire. Mais quand les moyens deviennent énormes, vous dites, moi ça je sais plus faire, je peux pas. Donc si je peux pas, il faut que je trouve quelqu'un. Donc mon associé trouve Michel Sédou, on s'entend très bien avec Michel. Et Michel me dit, mon frère est à Lyon, associé, moi ça me plaît bien, j'ai envie, il sera resté 10 ans derrière, mais lui il a les moyens. S'il faut remettre 10 millions d'euros, il les a remis, il a mis beaucoup d'argent, chose que je n'aurais pas pu faire. Donc assumer quand on prend une décision, mais l'assumer aussi quand on ne peut plus. Alors nous, on s'est posé une question en venant quand même entre la gestion d'une entreprise et la gestion d'un club de foot. Les similarités et les écarts. Parce que du coup, on va répondre à la question. Là. Il y a beaucoup de choses identiques, parce que vous avez un compte de résultats. Voilà. Bon, vous avez des produits, le marketing, les droits télé. Et puis, il y a un élément autre qui est la vente des joueurs et l'achat des joueurs. Donc, c'est ça qui fait la différence par rapport à l'entreprise. Sinon, tout le reste, vous avez des clients, c'est les fans et les sociétés qui investissent chez vous en pub. Le reste, c'est des DRH. Donc ça ne change pas. Le seul élément, c'est ce côté professionnel. Et puis les contrats à temps. Voilà, tout ce toute la technicité qu'il y a derrière tout ça. Mais sinon, pour le reste, c'est assez équivalent. Quand vous avez géré une équipe... ce qui m'a bien servi dans ce milieu-là, c'est le fait d'avoir fait de la prod télé, et la prod télé dans les débuts où il fallait beaucoup de passion, donc gérer des personnes, gérer des équipes, comme vous gérez un match de foot, là, je gérais des équipes où il fallait les motiver, choisir les bonnes personnes à la bonne place, c'est le rôle du manager. Du manager. Et au-delà de ça, là, vous déléguez un entraîneur, un coach, mais le reste, c'est identique. C'est du management d'équipe, de motivation. Voilà. Non, mon expérience de manager dans les entreprises m'a beaucoup servi. Et je pense que c'est ce qui manque parfois peut-être à certains présidents qui n'ont pas été à la tête d'entreprise pour pouvoir bien gérer derrière. Alors après, il faut aussi beaucoup d'humilité. Quand vous apprenez un nouveau métier, beaucoup d'humilité. L'environnement, il faut l'écouter, il faut l'apprendre, l'appréhender. Il ne faut pas chercher à être différent. Garder ses propres valeurs. Si vous gardez vos valeurs et que vous appréhendez, vous y arrivez. Il n'y a pas à tordre. Donc 2002, vous partez. Donc je vends le club. Opportunité au Paris Saint-Germain. Alors, même moment. Pas tout à fait. J'ai intégré le conseil d'administration de la Ligue avant, comme président, donc comme représentant. Ça aussi, je trouve ça plutôt sympa parce que c'est pas que vous pesez sur les décisions, mais vous pouvez faire passer vos idées aussi. Et puis c'est bien d'être à ce niveau-là parce que vous voyez comment ça marche. Je le quitte, puisqu'en quittant le président, mais je suis réélu comme indépendant, parce qu'il y a un collège indépendant, donc je reste toujours dans ce milieu-là. Je m'intéresse à Saint-Étienne. J'ai failli. Donc pendant 3 mois, je fais avec un avocat une due diligence pour savoir, on regarde les comptes, on y discute beaucoup. Mais là aussi, et puis je lui en veux pas, et je comprends. Le président de l'époque, Alain Bompard, il souhaite que... En fait, il veut bien qu'on investisse dans son club, mais il veut garder quand même des prérogatives. Or là, comme je l'ai connu à Lille, il ne peut pas y avoir 2 crocodiles dans le même marigot. Il y a une tête, il ne peut pas y en avoir 2. C'est clanique. Les gens dans les entreprises, ils suivent un patron, ils suivent dans des entreprises comme celles que j'ai gérées. Je veux dire. Et donc là, à ce moment,
à ce moment avec Saint-Etienne, c'est l'envie d'être président aussi ou juste d'être investisseur, mais du moment où vous mettez votre argent, il vaut mieux quand même que vous soyez à la tête. Ouais, contrairement à Lille où là, vous avez... Oui, mais à Lille, je débute, je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai pas envie. Et puis je réponds à une demande. Là, c'est moi qui sollicite, qui vais vers. Je dis, ça m'a plu. Oui, voilà. Et je me dis, mon club de cœur, voilà, je vais essayer de normaliser. Ça n'a pas pu se faire. Et puis arrive le coup de fil de Michel Denisot qui me dit, Francis, qu'est-ce que tu... Parce que là aussi, le fait d'avoir travaillé pour Canal, ça, en fait, on rencontre plein de gens. Ma vie a été faite de rencontres, et comme je vous l'ai dit, on voit plein de gens. Si vous êtes bien comporté, si vous... voilà, les choses se passent naturellement. Et Michel me dit, t'es con, qu'est-ce que tu vas aller faire à Saint-Etienne, les bruits en creusé, viens à Paris. Vous savez, quand on vient à Paris, là aussi, vous dites, bon, écoute, c'est quand même très gros, l'histoire. Ouais, mais bon, tu verras, on t'aidera, on va voir. Il y a un nouveau management à Canal que je ne connais pas. Je le rencontre, le nouveau président de Canal. Ça se passe plutôt... À l'époque, on lui avait attribué, puisqu'il venait du groupe Bayer, il avait donc une étiquette un peu comme Bégon Vert, hein, qui détruisait. Donc ça ne m'attirait pas forcément beaucoup. Mais je suis séduit par la personne, par le projet. Il y a beaucoup de travail parce que ça a pris des proportions énormes. L'équivalent des pertes, c'est l'équivalent du budget, pas quasiment, donc c'est quand même énorme. Et il me dit, si ça vous dit, allez-y. Bon, let's go. On y va. Donc là, je suis obligé d'arrêter ma Visual que j'avais poursuivi, le service après-vente que je continue à faire. Et donc j'arrête Visual totalement pour me consacrer au PSG. Voilà. PSG derrière Auxerre. PSG. Alors PSG, j'ai ce mot sur PSG. La dimension du club, elle est à la dimension du centralisme français. C'est-à-dire que vous êtes à Paris, vous n'avez plus affaire au préfet ou au maire, vous avez affaire au ministre ou au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Voilà. Tout est au président. Donc tout est démultiplié. C'est incroyable. Donc vous découvrez là aussi que c'est quand même très difficile et que président du PSG, c'est beaucoup de contraintes. Vous avez tous les matins 2 journaux qui sont obligés de, comme on dit, de pisser de la copie, d'écrire sur votre club, donc écrire quand il y a quelque chose à raconter, ça va. Mais quand il n'y a rien, il faut bien trouver, qui se font la concurrence parce qu'ils appartiennent au même propriétaire, le groupe Amaury, l'équipe et le Parisien. Et donc, il n'y a qu'un point d'affrontement, c'est sur le PSG. Donc, ça dépasse énormément. Je quitte le PSG. Justement, juste pour le PSG, comment on arrive à se créer un environnement serein dans un univers où on baigne au milieu d'hommes politiques, de grands noms? Vous prenez du recul. Surtout, vous ne dites pas je suis son copain. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que vous prenez les choses, vous essayez d'être relativement froid, même si vous êtes passionné au fond que ça boue. Okay. Il faut être relativement froid par rapport... Parce que c'est vrai, dire non à des futurs candidats parce qu'ils veulent venir avec toute leur famille et que vous n'avez pas de place pour les accueillir au dernier moment, il faut faire ça un peu avec froid. Alors vous le payez un jour ou l'autre parce qu'ils vous le retournent. Mais sinon, vous rentrez dans un système qui est trop de copinage. Alors c'est gérer ça au mieux possible. Après, vous êtes aidé, hein, vous n'êtes pas toujours en première ligne. Vous êtes des hommes de confiance, un entourage. Oui. Alors pas suffisamment. Ça aussi, j'ai vu des erreurs. Quand vous arrivez quelque part, il vaut mieux avoir un environnement serein, donc des gens que vous connaissez. Alors, c'est vrai que parfois les gens ne comprennent pas. Oh, il y a un tel, il a viré, tout ça. Oui, mais il faut comprendre que pour un métier aussi exigeant, aussi difficile, vous soyez entouré de gens sur lesquels vous ayez 100% confiance. Parce que les journaux, la presse, mais je les comprends, c'est leur métier, ils vont essayer de trouver la faille, de rentrer pour avoir l'info qui va vous mettre en difficulté. Or, dans le football, une des choses les plus importantes, c'est avoir une certaine retenue sur des informations importantes. Parce qu'il y a, là, on parlait tout à l'heure de concurrence nationale. Avant, elle est locale, après nationale, et là, elle est mondiale.
Toutes les infos sont connues. Donc, les joueurs, si vous les avoir, si vous le faites savoir sur la place publique, c'est qu'il y aura un problème. Ou vous allez payer beaucoup plus cher, ou il ne viendra pas, ou il sera sollicité. Donc, il y a cette recherche de l'information. Et donc, vous êtes obligé d'être entouré de gens d'hyper confiance. Donc quand vous arrivez au PSG, vous amenez une équipe avec vous ? Non. Non ? Voilà, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que je prends les gens qui sont sur place. Si je fais venir l'entraîneur, que je vais virer 2 ans après, mais pour son bien, je veux dire. Non, mais ça paraît ridicule, mais il y a un moment où il pète un plomb, mais complet, il va devenir fou, donc il vaut mieux arrêter. Alors, il ne m'a pas écouté, on est très amis, on s'est retrouvés, il n'y a pas de souci, parce qu'au fond, quand les gens ils se connaissent, il y a un moment où vous êtes obligé, c'est de trancher. C'est pas de savoir dire oui, c'est d'une facilité déconcertante, il faut savoir dire non dans le monde. Et savoir dire non, c'est le plus difficile. Donc, dire non à quelqu'un, c'est pas facile. Donc ça, il faut aussi le retenir, l'intégrer. Donc, j'ai appris à dire non. Du coup, sortie de Paris. Paris, toujours encore une rencontre. Il y a un petit passage au milieu. C'est le groupe Lagardère. Oui. Et avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Dans mon passage à Paris, il y a une affaire qui dure. Il y a un conflit entre le PSG et l'ex-Matra Racing de Jean-Luc Lagardère, qui concerne un joueur qui est Luis Fernandez. Et il y a une procédure qui dure depuis 17 ans. Donc, mis à part les avocats qui s'engraissent, les deux, rien n'est gagné. Bon, dans les sujets, il y a des listes et il y a affaire Luis Fernandez à régler. Et il y a des condamnations d'un côté, des cassations, des recours et des recours et des recours. Et finalement, il y a une somme de 1,4 million, je ne me souviens plus, qui est énorme, qui est 1,4 million d'euros. Et donc, le groupe Lagardère est dans le capital de Canal. Et je demande au président de Canal, est-ce qu'il peut trouver, ça fait quand même ridicule, il s'est associé, et là, on est en combat. Et il me dit, oh, non, moi, je suis en affaire avec eux, on discute, je ne veux pas, et je le comprends, polluer nos discussions avec une histoire à 3 francs 6 sous, même si ça représentait beaucoup d'argent pour moi. Et il me dit, mais non, mais tiens, appelle Arnaud Lagardère. Et là aussi, pareil, avec le culot, bon, on appelle Arnaud Lagardère, on l'invite à déjeuner, on va déjeuner, il est curieux de savoir qui c'est ce mec-là, là. Et le déjeuner se passe bien, on se tape dans la main, on conclut l'affaire à la fin du déjeuner. Mais je défends en bec et ongle mon truc, il défend, bon, il me regarde avec un œil. Il a aimé cette audace aussi. Oui, et puis c'est quelqu'un qui est on est assez vite copains avec lui. Okay. Il vous tutoie tout de suite, il sait vous mettre à l'aise. Bon, après, ça manque un peu peut-être de profondeur, mais il sait vous mettre à l'aise. Oh, très bien. Donc, et puis on se serre la main, j'appelle le président de Canal, son nom, j'ai un trou de mémoire. Je lui dis, écoute, c'est super bien passé, un truc, voilà, on a trouvé un accord, l'histoire est finie, on va mettre là maintenant les avocats pour qu'ils rédigent l'accord qu'on a fait, puis ça se termine. Mais il y a Arnaud, et toutes les années, toujours dans cette histoire de veille, de rester éveillé sur ce qui se passe, j'allais toujours au Midem, pas au Midem, c'était à Monaco, au MIP TV, à Monaco. Et donc au MIP TV, je rencontre plein de gens, voilà. Et puis il y a une des personnes que j'avais connues à Canal qui me voit, qui me dit, écoute, Arnaud Lagardère cherche quelqu'un pour diriger, prendre la présidence du groupe qui est en train de constituer dans le sport. Est-ce que ça te dit ? Écoute, oui, on se connaît déjà. J'ai 5 Allez, minutes. nouvelle opportunité. Je l'ai. Pourquoi pas ? Bon, c'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, mais je l'ai fait. Donc j'y suis allé. Donc je suis directeur général de Sport 5 France, et avec un autre associé que j'ai rencontré quand il était président de Marseille et que j'étais président de Paris. Il s'appelle Christophe Boucher, avec qui je m'entends très bien. Et on part dans l'aventure tous les deux. On décide à deux de partir dans l'aventure.
Mais quand vous avez été... alors, oui, vous avez été instit. Mais après, vous avez fait votre voix. Votre voix, vous l'avez décidé à chaque fois. Quand il y avait un truc, je fais pas, c'est vous qui décidiez. Ouais. Vous n'étiez pas sans arrêt en train de rendre compte à un truc pour investir. Je comprends ce système-là. Mais ce n'est pas dans votre démarche. Donc, rendre des comptes, oui, pourquoi pas, moi, ça peut. Mais après, une décision, si elle rentre dans le budget, je dois la prendre. Et là, c'était trop compliqué. Donc, ça devient une maison très lourde, parce que Arnaud, il ne gère pas, mais il a le cercle proche de son père est toujours aux affaires. Et donc, il a acheté très cher cette affaire-là. Il a envie de la rentabiliser. Bon, moi, c'est pas mon truc. Donc, je trouve une porte de sortie et puis je suis resté. Mais je suis revenu ensuite comme consultant. Parce que ça m'allait mieux. Parce que comme consultant, c'était un truc très fixe. Voilà, je les ai aidés. Je les ai aidés sur le football africain, beaucoup. J'ai fait plusieurs CAN. Je me suis totalement éclaté. En plus, c'était les droits, mais c'est aussi la prod. J'ai fait les Jeux africains avec eux. Extraordinaire, on a produit ça. C'est des très, très bons moments. Mais je n'avais pas la lourdeur d'un groupe, qu'il faut d'un gros machin, comme aurait dit Gérard de Gaulle, qui était trop lourd et que je ne voulais pas assumer. Voilà comment. Et Auxerre. Et Auxerre. Et bien, Auxerre, alors, pas si ça sort de tête aussi. Enfin, mon nom est prononcé auprès de l'investisseur chinois qui me contacte et qui me dit: est-ce que ça vous dit Auxerre? J'ai dit: écoutez, il y a plein de clubs, j'aurais dit non. Mais Auxerre est un club prestigieux qui a une dimension humaine qui me plaît. Donc j'ai bien envie d'aller. Après, travailler avec un Chinois, je ne l'ai jamais fait, mais c'est toujours ce coup un peu. Exotisme, challenge, international. Voilà. Donc je dis à la personne: écoutez, moi je veux bien, mais je veux le rencontrer, moi. Parce qu'ils étaient prêts à décider. Non, moi, oh là là. si je ne vois pas l'homme, je ne sais pas. Donc, écoutez, dites-moi où il est, je vais le voir. Oh, c'est Boston, non, il n'y est plus. C'est Pékin, non, il n'y est plus. Bon, il vous reçoit à Hong Kong après-demain. Oui, d'accord, je serai après-demain à Hong Kong et je vais à Hong Kong. Et ça se passe super bien. Il me teste, il me fait boire, parce que c'est un peu dans la coutume locale. Il faut d'abord se tester pour voir si tu résistes. Et puis, il peut y avoir une accroche, voilà, bon, ça se passe très bien. Et je suis resté 4 ans avec lui. C'est un type super, très bien. Mais c'est lourd. C'est lourd parce que c'est un groupe énorme qui fait du packaging. Donc l'homme est super, mais après il y a tout le reste. Toute une machine, tout le reste. Voilà, mais alors avant de dire oui, j'ai été voir Guiraud parce qu'on s'était suffisamment chauffé. Oui. Vous apprenez de vos trucs. De les droits télé, il avait accepté à ce moment-là. Mais puis Guiraud me connaît de mes expériences avant. Je l'ai rencontré, on s'est vu, on s'est côtoyé, on se connaît. Je connais ses défauts, je sais aussi son pouvoir de nuisance. Donc si je vais là-bas et qu'il est contre, il faut mieux l'avoir comme. Mais non, mais j'y vais pas. Je veux pas. Enfin, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai pas besoin encore de me prouver quelque chose. Je le fais s'il y a un vrai intérêt passionnel et encore une autre aventure. Mais si c'est pour aller se battre. Je l'aurais peut-être fait à 30 ans sans aller le voir. À 60, je vais le voir. Donc je suis allé le voir, on a bien discuté, mis un peu... Mais on s'est affronté quand même pendant 2 ans. D'accord. On s'est quand même affronté, parce que c'est un personnage. On s'est affronté pendant 2 ans, on s'est réconcilié. Voilà, bon, bref. Mais on s'est affronté. Du coup, mais c'est aussi, parce que là aussi, c'est d'avoir appris à dire non, d'avoir appris et puis de dire bon, écoute, ça va, je n'ai pas tout accepté, même si tu es Guiraud. C'est-à-dire, c'est toujours ça. On peut avoir le respect. Moi, je respecte et l'homme et ce qu'il a fait, mais il ne peut pas me faire avaler ce que j'ai pas envie d'avaler. Il faut un caractère, une ténacité. Oui, puis toujours être là. Bon, les choses, en 80, on faisait des choses. En 2010, en 2020, on fait d'autres choses. Ça a changé. J'ai essayé d'évoluer avec. Bon, il y en a qui évoluent pas et qui veulent pas évoluer. Voilà. Sorti de là, vous avez fait énormément de choses, votre parcours. C'est des vies. C'est des vies qui sont. Alors il y a un lien dans tout ça. Il y a un lien. Il y a toujours quelque chose. La passion,
la télévision, il a toujours été quelque part. Le sport. Le sport, ce côté journalistique, parce que la curiosité. Je dis journalisme, mais c'est en fait, je suis curieux. Et il faut être curieux. Hein. Si t'es pas curieux, et dans le bon sens du terme, opportuniste, dans le bon sens du terme. Saisir les opportunités. Opportuniste, on met toujours une connotation au détriment. Non. Oui. C'est saisir les opportunités. Bien sûr que moi, je l'ai saisi, quelqu'un d'autre aurait pu la saisir, mais c'est moi qui l'ai saisi. Mais pour être opportuniste, il faut être là. Mais justement, comme vous le dites, sans être appâté par l'argent et vraiment avec une notion de passion. Non, mais l'argent, la réussite, ça vient, oui, ça vient c'est après. Ça, mais c'est pas un moteur. C'est pas le levier, c'est pas le driver. Exactement, pas un mais des moteur. gens voient le mot opportuniste comme... La réussite, je pense que j'avais aussi bien réussi en allant à l'école normale, en réussissant le concours. Après, en me comportant bien avec les gamins que j'adorais, et que c'est un super métier, il ne faut pas le décrier, je trouve qu'il n'est pas assez valorisé. C'est un super métier, le métier d'instit. Mais bon, c'était une réussite. Après, j'avais envie de faire autre chose, c'est pas pour ça que je crache sur les instits. Bien au contraire. On peut réussir sans avoir à enfoncer. Mais parfois, il faut savoir dire non, savoir s'opposer et écarter. Et puis être éveillé. Être réveillé, pas avoir pas de barrière. Pas de barrière, pas des œillères non plus. La vérité, je suis pas sûr de la détenir aujourd'hui, la vérité. On l'a pas, la vérité. La vérité, c'est la vôtre, ça n'a jamais que la vôtre. Hein. Donc il faut se la forger. La place de la famille dans tout ça, parce qu'on a vu au début beaucoup de sacrifices, derrière beaucoup de mini-vies accrochées les unes aux autres. La place de la famille et le rôle pour vous dans tous ces nouveaux projets, est-ce qu'il y a du soutien, comment ça se passe? Non, mais ça, sans soutien, vous n'y arrivez pas. Si vous ne partez pas, alors j'ai sacrifié beaucoup de choses à la famille. Enfin, j'ai sacrifié ma famille pour beaucoup de choses. Hein. Bon. Et aujourd'hui, il y a un retour vers plus de choses vers la famille. Et puis, mes gamins, ils sont passionnés par aussi ce que j'ai pu faire. Et si j'arrive à leur transmettre des envies, mon grand qui a 22 ans, il monte déjà son affaire. Mais je sais qu'à 16 ans, il avait déjà essayé de monter son affaire. Donc, il sait qu'il a cette envie. Le grand, lui, son affaire peut-être un jour, mais lui, il veut être dans le management du sport. Mais il regarde la télé aussi, parce qu'il voit ça, il est intéressé. Donc, forcément, on influe sur les gamins, même si on ne veut pas. Même si on veut pas. Ils sont passionnés tous les deux par le sport, par l'automobile, par le foot, forcément. Donc, mais ils ont leur propre vie, leurs propres envies. Et surtout, ce que je leur dis, partagez. Partagez. Faites du sport co tant que vous pouvez. Un sport individuel pour vous développer, mais faites du sport co. Moi, la première fois que je me suis mis nu, c'est une connerie, mais c'est dans les vestiaires. Et bien, vous apprenez à prendre confiance en vous, parce que, voilà, il faut y aller. On ne vous demande pas le choix, il faut y aller. Et ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas si anecdotique que ça dans votre développement. Comment vous restez ancré dans vos valeurs et comment vous continuez à les partager et à les transmettre? Parfois, j'aimerais plus les transmettre, hein, c'est-à-dire plus partager, mais après, comme je vous dis, c'est pas qu'on est fatigué, mais on a envie aussi de se poser un peu. La vie, on vous propose plein de choses, mais je regarde ça parfois, je suis plus exigeant. Enfin, c'est normal. Hein. C'est normal. Je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, chaque fois que je regarde un dossier, je me permets de donner mon avis sur le dossier. Et tant qu'à faire, voilà. Même si je ne vais pas au bout, sachez au moins ce que j'en pense. Donc, ça a été le cas pour un projet sur un club il y a peu de temps où je me suis exprimé librement et sans contrepartie aucune. J'aurais dit, et les gens ont changé. Donc, finalement, ils ont écouté. Et j'ai bien fait de ne pas y aller. Voilà. Justement, actuellement, est-ce que vous avez des projets futurs ? Non, tout de suite, je m'occupe des enfants. Okay. Parce que les enfants, ils ont besoin de moi. Et j'essaye. Après, j'avais investi dans d'autres choses. Donc, il faut que je remette tout à plat. J'essaie de voir ce que sera demain. Puis, je rencontre des gens. Je vois ce qu'il en est. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un projet particulier. Il y en a plein. Ok.
Encore un bel avenir. On reviendra vous voir pour la suite. Oui, mais pour la suite. Mais bon, mais s'il y avait, j'ai pas de message à faire passer, si ce n'est que dire que quand on a, c'était peut-être plus facile avant, je sais pas. Mais quand on a envie, quand on veut, on peut réussir. Mais réussir, ça veut pas dire arriver à faire une multinationale. Hein. Ça, la réussite, ça peut être un truc simple, mais on peut le faire. Il faut se donner envie. Et on a une chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités. Oui. Ouais, incroyable. Alors, nous... Je vous envie. J'aimerais avoir 30 ans, parce que 20, c'était sympa. Mais 30, on a déjà un peu d'expérience et on fait des choix plus réfléchis. Nous, on a un slogan qui est Chief Your Future. Vous, votre slogan à vous, ce serait lequel? Avance. C'est bien, c'est direct. Y a pas de... Avance. Ouais, avance. Bon, après, tu te plantes, mais tu te relèveras, donc avance. Moi, en vous écoutant, j'ai noté une phrase qui, pour moi, représente bien, c'est être acteur de sa vie. Tout au long de votre carrière, vous avez vraiment osé, notamment vous avez veillé, vous êtes informé, la curiosité, et vous n'êtes jamais trop fixé de barrières. Et c'est super inspirant, en tout cas. Oui, je suis ravi que vous me disiez ça, mais encore une fois, c'est pas... il faut un brin d'égoïsme aussi. Honnêtement. J'aime partager. Ouais. Pardon ? Vous avez dû faire des sacrifices, donc à un faut moment faire, donné... voilà. Il y a un moment où il faut le regarder, ça. Donc, je peux comprendre que des gens fassent d'autres choix. Et moi, je les envie pas. Moi, j'envie personne. Je suis heureux comme ça et je suis content de voir des gens qui sont heureux, qui s'épanouissent. Je suis malheureux de voir des gens qui sont refermés sur eux-mêmes et qui râlent. Moi, là, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est de voir les gens râler. Bon, on a une chance incroyable. Alors là aussi, je ne vais pas aller dans le sens de beaucoup de gens qui politiquement, ils en font leur business, hein, de râler. Mais on a un pays quand même extraordinaire. On devrait être heureux de vivre dans cet environnement, de ne pas avoir les soucis de santé qu'on connaît ailleurs. Enfin, mais c'est pas être béni oui que de dire ça. Mais les matins, il faudrait qu'on se réveille en disant putain, on a du pot, on est en vie, on est dans un pays où on peut manger, peut-être pas tous autant qu'on veut, on pourrait être plus généreux sans doute, mais on est dans un... Donc avant ça. Ça, c'est une belle phrase de conclusion. Yes. Je vous propose qu'on reste là-dessus. On vous remercie beaucoup pour avoir partagé votre parcours. Nous, je pense qu'on peut dire qu'on a passé un bon moment avec Justin. C'est gentil. On a appris énormément de choses. Ça se voit au sourire, je pense. Et puis, on va suivre vos projets futurs. Écoutez, on se reverra dans quelques années. Yes. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.